Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Strategic Mindset. Aujourd'hui, un épisode passionnant, je reçois Sylvain Hajri, qui est le créateur et le patron de Epios et qui est vraiment une figure très connue du monde de l'OSINT, l'Open Source Intelligence, de la lutte contre la cybercriminalité et enfin de tout ce qui est stratégie de protection de la data et de la vie privée. Un épisode passionnant, on va parler investigation, on va parler plein de sujets comme la crypto, mais aussi tout ce qui est lutte contre la criminalité sur le web. Abonnez-vous sur TSM, sur toutes nos pages Instagram, TikTok, YouTube et bien entendu sur Spotify. Et bonne écoute à tous. Sylvain, bonjour. Salut Ali. Ça va? Tu vas bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est un plaisir, vraiment. C'est toujours un plaisir de venir voir des personnes passionnantes et qui sont acteurs dans le monde de l'intelligence stratégique, etc. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi Sylvain. On va parler aujourd'hui de plein de sujets, mais surtout de ton cœur de métier, de ton parcours, et puis les dernières actualités. Ça va à une vitesse en ce moment. Vu avec tout ce qui se passe par rapport à DeepSeek, OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle, même si nous, on va aller sur un angle bien précis en termes de stratégie. On va parler de stratégie globale, mais stratégie d'entreprise. L'angle du renseignement, en fait. Alors, c'est un mot qui peut aujourd'hui faire peur. On va penser aux espions en pleine guerre froide avec leurs imperméables et leurs chapeaux. Sauf qu'on va parler d'une autre forme de renseignement aujourd'hui. Plutôt, je pense, sans caricaturer, capuche, lunettes et clavier. Ouais. Alors, oui, bien Mr. Robot. Ouais, exactement, un peu à la Mr. Robot et tout ça. Bien que même le monde de l'OSINT évolue pas mal et en réalité, l'OSINT, ça existe depuis la nuit des temps. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et en effet, c'était beaucoup utilisé dans le renseignement et c'était aussi des personnes en impair qui faisaient ça ou qui découpaient des chutes de presse dans des bureaux sans fenêtre, etc. C'est pas faux. Et effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler au-delà. C'est vrai que c'est un domaine, on y reviendra, où on pense que c'est forcément quelque chose entre guillemets de techos, de geek, vraiment très technique. Mais en fait, il y a un état d'esprit. Et c'est ça qu'on va essayer un petit peu d'analyser aujourd'hui, d'un plan stratégique. Comment avoir le bon état d'esprit en termes d'investigation et de culture du renseignement. Et on va voir que ça ne sert pas seulement, ce n'est pas qu'un domaine réservé aux officiers, aux espions ou autres, mais le renseignement, on le fait tous les jours en entreprise. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui même en termes de business sur la question de la veille stratégique et comment donner la compétitivité, les avantages aux entreprises. Et donc, on va voir comment ça peut servir, justement, comment l'OSINT, aujourd'hui, crée cette valeur ajoutée dans le domaine de l'entreprise, mais on va parler aussi dans le domaine de la sûreté, naturellement. Mais avant tout, on parle depuis tout à l'heure pour nos auditeurs d'OSINT et tout. L'OSINT, c'est quoi, Sylvain? Alors, parle-nous un peu de l'Open Source Intelligence, le renseignement source ouverte. Donc, en effet, l'OSINT, c'est un acronyme qui veut dire Open Source Intelligence, qui vient majoritairement du jargon militaire et renseignement. En français, certaines personnes utilisent le mot ROSO, R-O-S-O, pour renseignement d'origine source ouverte. J'ai jamais entendu. Donc voilà. L'OSINT, une définition, c'est assez simple en réalité. C'est comment on va collecter et analyser de l'information librement accessible. Alors, une information librement accessible, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. C'est bien évidemment quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, quand tu vas visiter le profil Twitter, X, LinkedIn d'une personne, tu fais de l'OSINT. Quand tu vas faire une recherche sur Google, tu fais de l'OSINT. Quand tu écoutes la radio, tu fais de l'OSINT. Quand tu lis un journal, tu fais de l'OSINT. Parce que c'est de l'information librement accessible. Et en gros, il y a... ce qui est assez intéressant, c'est que pour considérer de l'information comme librement accessible, il faut, et là je cite Hervé Letoque, que je recommande grandement à suivre, qui est donc le directeur des opérations de Viginum, qui a dit dans une revue qui s'appelle Hérodote, sur la géopolitique de l'OSINT et tout ça, peut-être que tu connais la revue Hérodote avec Géode en France, et qui dit pour que l'information soit considérée comme librement accessible, il faut qu'elle soit récoltée sans ruse et sans stratagème. Donc, tu ne vas pas rajouter une personne comme ami sur Facebook, sur LinkedIn. Il ne faut pas que la personne voit que tu as fait une prise de contact avec elle, etc. Enfin, voilà. Et sans contrainte. Donc, tu ne vas pas faire de réquisition judiciaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une donnée commerciale peut être considérée comme de l'OSINT. Tu as peut-être déjà utilisé Google Maps
Google Street View, Bien sûr. les vues satellitaires. Oui. En fait, tu utilises de l'OSINT. Tu récoltes une information qui est publique et tu l'analyses pour voir, par exemple, qu'il y a un bateau qui se trouve dans tel port ou un sous-marin qui se trouve dans tel port. Donc peut-être que c'est un port qui est assez intéressant pour les sous-marins nucléaires, admettons. Eh bien, en fait, cette information, ce cliché satellitaire, tu peux l'utiliser sur Google Earth, mais tu peux également l'acheter auprès de partenaires privés, comme Planète, Maxar, tout ce genre de sites web. Et en fait, pour $20, pour $100, pour $1000, pour $5000, tu peux acheter un cliché satellitaire au-dessus de n'importe quelle zone dans le monde. Et en fait, c'est considéré comme librement accessible. Tu peux utiliser également ça pour ensuite faire plein d'autres choses, donc de l'investigation sur de la criminalité, mais là, par exemple, sur de la donnée satellitaire, tu peux faire un suivi de troupes au niveau d'une frontière entre deux pays. Tu peux très bien, par exemple, admettons que tu travailles dans le monde de la finance, tu t'intéresses beaucoup au marché du charbon, tu vas prendre un cliché satellitaire au-dessus d'une mine dans un pays africain, admettons, tu vas voir aujourd'hui qu'il y a 10 camions qui sont garés, prêts à sortir de la mine, et demain, tu vas voir, avec un cliché différent, mais pris le lendemain, tu vas voir 100 camions. D'accord. Et donc là, bien évidemment, tu vas avoir une idée de la production qui est faite de la mine de charbon, et donc, potentiellement, l'influence que ça va avoir sur le cours en bourse, enfin, sur le cours directement des matières premières, etc. Donc voilà ce que c'est que l'OSINT, c'est un peu la mentalité de hacker. Et c'est ça que j'aime bien, c'est tu détournes un bien, un service de sa fonction première vers une seconde utilité. Et donc, tu vas utiliser les réseaux sociaux, par exemple, qui à la base sont faits pour s'envoyer des messages, pour mettre des photos de chats. Et donc, tu vas détourner cette utilité pour pouvoir faire une investigation sur des domaines plus ou moins sensibles. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je reprends ça. Ce qui est incroyable, c'est que bon, on a travaillé un petit peu, on a déjà vu des études cas ensemble dans le domaine. Et comme tu dis, normalement, voilà, c'est de l'information qu'on doit pouvoir ramasser, entre guillemets, à même le sol, pour exploiter. Et donc, on a des signaux, effectivement. Donc, c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes me disent sur de l'OSINT que c'est quelque chose d'assez neuf, mais en réalité, ça existe depuis pas mal de temps. Hein. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà, les Alliés utilisaient l'OSINT, mais on ne l'appelait pas forcément comme ça. Par exemple, tu avais les Alliés qui avaient besoin de faire des bombardements en France, de ponts ferroviaires. Sauf qu'ils ne savaient pas si le bombardement, il avait été efficace ou pas. Oui. Et donc, en gros, ils ont pris le prix des oranges à Paris, admettons, aujourd'hui. Dans 2 jours, ils bombardent un pont ferroviaire. Et ils regardent, 2 jours après, le prix des oranges à Paris. Si le prix a augmenté, eh bien, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'acheminer des oranges et donc que l'opération a été un succès. Et en fait, ça, tu vois, c'est la mentalité hacker. C'est tu détournes l'information vers une seconde utilité. Tu vas avoir un cas un peu plus récent, c'est l'indice pizza du Pentagone. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. C'est incroyable. Il faut que tu en parles. Que tu en parles. C'est. En gros, je le donne souvent l'exemple lorsque effectivement en formation on parle de ZINT. Je parle de l'indice pizza. Ouais, effectivement. C'est assez intéressant. En fait, donc le Pentagone à Washington DC, enfin à Arlington, à proximité de Washington DC. En gros, le Pentagone à Washington DC, tu vas avoir plein de personnes qui vont travailler. Oui. Sauf que quand il y a une crise, les personnes ils vont travailler tard. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et s'ils travaillent tard, ils ont besoin de dîner. Ils doivent manger. Ils doivent manger complètement. Et en fait, tu as beaucoup de personnes qui surveillent la fréquentation sur Google Maps des pizzerias à proximité du Pentagone. Et quand ils voient que c'est plus fréquenté que d'habitude... Parce qu'il y a un pic. Ouais. Exactement, quand il y a un pic, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de clients pour des pizzas. Et donc, potentiellement, qu'il y a beaucoup plus de travailleurs du Pentagone à proximité qui sont restés et qui sont en train de manger. Et donc, en fait, comme ça, on peut prédire plus ou moins bien, il y a plein d'articles qui parlent de ça, les crises avec le Pentagone. Et c'est ça que j'adore, tu vois, c'est vraiment détourner l'information vers une seconde utilité. Récupérer en fait, c'est récupérer un signal et puis l'analyser effectivement pour faire parler en fait ce signal-là. Mais c'est le cycle du renseignement. Hein. Tu vas collecter l'information et ensuite tu vas en produire tu vas en produire un renseignement, etc. Quoi. Effectivement, donc, effectivement. Mais j'avais vu effectivement un compte Twitter, tu sais, pendant les événements au Moyen-Orient, notamment les menaces, les bombardements entre les menaces de bombardement entre Israël et l'Iran. Et effectivement, on attendait une riposte iranienne depuis plusieurs jours. Et puis, il y a un compte Twitter, effectivement, de OSINTer qui a dit « Ah, les gars, attention, je vois l'indice pizza. Je vois que les pizzas sont plus fréquentées que d'habitude autour du Pentagone. Il y a quelque chose ce soir. Il y aura quelque chose ce soir. Guettez, les Iraniens vont faire quelque chose. »
C'était effectivement, dans la soirée, il y a eu, ça veut dire que le Pentagone avait déjà le renseignement sur... effectivement, on a découvert après que les Iraniens, via un intermédiaire, avaient prévenu qu'ils allaient faire une riposte, etc. Et du coup, des personnes lambda, entre guillemets, sur Internet, avaient pu détecter que, attention, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, c'est effectivement passionnant. Mais comment tu expliques, du coup, récemment, alors c'est peut-être pas pour c'est peut-être pas évident pour tous les auditeurs, mais en tout cas, dans les personnes travaillant un peu sur le sujet, sur les questions de veille ou de géopolitique, il y a quand même un trend. On est d'accord sur l'OSINT récemment. Même, voilà, il y a des podcasts dessus, et des émissions grand public maintenant qui commencent à parler de l'OSINT et tout. C'est vrai qu'il y a l'aspect, le développement de la cybercriminalité qui est exponentiel, mais il y a aussi plein de comptes de jeunes, de geeks entre guillemets, qui sont sur Twitter, qui sont sur des plateformes, qui sont en train de faire l'OSINT, notamment sur les questions géopolitiques et de guerre. Là, il y a beaucoup de comptes qui ont été, qui font de la veille OSINT, notamment sur la question russo-ukrainienne, sur le Moyen-Orient notamment. Comment toi, à ton avis, toi qui es vraiment un des, je précise, tu es une des figures de l'OSINT, voilà, au niveau international, tu animes une grande communauté d'OSINTeurs, l'une des plus grandes, voire la plus grande, je crois, au monde. Comment tu expliques cet engouement pour l'OSINT récemment? Alors, c'est assez intéressant. En gros, moi, pour t'expliquer rapidement mon parcours sur l'OSINT, je viens du monde de la cybersécurité à la base, et c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, bien sûr. J'ai toujours été passionné par ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Oui. Par comment différentes personnes, aussi bien des fraudeurs que des services de renseignement, vont manipuler quelqu'un pour pouvoir lui faire quelque chose. Oui. On hack les esprits. Exactement, on hack les esprits. Et donc, en fait, pour ça, je m'intéressais... peut-être que tu connais l'adage, hein, 80% des vulnérabilités sont dues à l'humain dans un système informatique. Et en fait, je m'intéressais beaucoup à ça. Et donc, en 2011-2012, je m'intéresse... alors, à l'époque, on appelait... Enfin, sûrement des personnes appelaient ça de l'OSINT, mais moi, j'appelais pas ça de l'OSINT. Malheureusement, j'utilisais le mauvais terme qui est le stalking, alors que c'est complètement différent. Et je trouvais ça passionnant de pouvoir, juste avec les réseaux sociaux, retrouver la vie d'une personne, avoir les mêmes capacités qu'un service de renseignement. Par exemple, tu avais, peut-être que tu as connu Facebook Graph Search. Oui. Facebook Graph Search, c'était trop bien. Trop bien. Oui, on s'est bien amusé avec. Ouais. Facebook Graph Search était un moteur de recherche, pour ceux qui ne connaissent pas, qui en gros était un espèce de Google interne à Facebook. Donc, tu pouvais te dire, je veux voir l'ensemble des personnes qui disent vivre en Iran et aimer la page de telle parti politique ou avoir telle orientation sexuelle. Et ça, tu peux le faire depuis ta chambre, en pyjama. Et là, moi, ça m'a bluffé. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. J'ai un peu creusé et tout. Et j'ai trouvé ça marrant. Pour voir justement qu'en fait, c'était assez facile de récolter de l'information que tu vas pouvoir utiliser après pour mener une attaque. Et donc, en fait, pas beaucoup de personnes utilisent... Enfin, c'est quelque chose qui a été un peu décrié à l'époque. Moi, avec une formation très... Ils l'ont supprimé, je crois. Après, ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, avec une formation très ingénieur cybersécurité, beaucoup de mes camarades de promotion me disaient non, mais c'est pas technique, c'est pas un vrai truc de hacking, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'ai continué quand même dans cette thématique. Et en 2016, en fait, j'ai créé une compétition qui s'appelait le Spying Challenge, le challenge d'espionnage, que j'ai organisé pendant 3 ans à la Nuit du Hack, le hack, maintenant, qui est le plus gros événement de cybersécurité, enfin de hackers de France, qui regroupe 3500 personnes, qui est fin juin, chaque année en fin juin. Et en gros, chaque année, je faisais une fausse entreprise avec des employés qui étaient sur les réseaux sociaux, qui avaient un numéro de téléphone et une adresse mail. Les employés étaient en réalité des acteurs. Et en fait, on donnait un cas d'intelligence économique, d'intelligence stratégique aux compétiteurs et on leur disait, voilà, vous avez cette entreprise, il faut tout connaître sur cette entreprise, tout connaître sur les employés, leurs leviers, etc., etc. Et donc, on avait, après 1 semaine, 2 semaines d'OSINT et d'ingénierie sociale, parce que les personnes pouvaient également appeler les acteurs en se faisant passer pour des faux clients, ce genre de choses, pour essayer de gratter, de récupérer de l'information. Et donc, en fait, on sélectionnait les 12 meilleures équipes. Et ensuite, ils venaient, durant l'événement le hack, enfin la nuit du hack, pour pouvoir faire de la filature, pour pouvoir s'échapper, enfin faire du crochet de serrure, tout ce genre de choses. Et en fait, suite à ça, ça c'était en 2016, et en 2017, il y a un membre d'une équipe qui me dit, il s'appelle Chroucroute exactement, son pseudo,
qui dit purée, mais c'est trop bien, Spying Challenge, vraiment intéressant, mais l'OSINT, c'est vraiment cool. Vas-y, je vais créer un serveur Discord d'OSINT. Je dis ok, pourquoi pas. Et donc en fait, il crée un serveur Discord. Dans les premiers membres qui rejoignent, il y avait moi, il y avait Hugo Benoît, Huge. Et en fait, nous, passionnés, on alimente de plus en plus. Et c'est comme ça qu'OSINT-FR est né. Et maintenant, on est un peu plus de 18 000 personnes. D'accord. Ça, OSINT-FR, on le crée en 2019, en janvier 2019. On avait déjà un engouement, tu vois, dans la communauté. C'était beaucoup de personnes du monde de la cybersécurité, du monde du hacking qui venaient. Et en fait, on a eu, à mon sens, le conflit russo-ukrainien qui a vraiment mis en avant l'OSINT pour le commun des mortels. Avant, l'OSINT, c'était assez connu aussi par Bellingcat en 2014. Oui, c'est vrai. Bellingcat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG britannique qui, en gros, a été créée par un anglo-saxon, par un homme anglo-saxon qui était au chômage, qui s'occupait de ses enfants, il me semble. Et en 2014, il se dit purée, il y a la guerre en Syrie, mais comment je pourrais documenter la guerre en Syrie? Comment je peux voir ce qui se passe en Syrie? Et en fait, il va sur Facebook, il récupère des vidéos, il les géolocalise et il commence à faire un peu des articles là-dessus. Et ça, tu vois, déjà en 2014, c'était quelque chose d'assez précurseur. Mais vraiment, conflit russo-ukrainien, c'est là où on a vu beaucoup plus de personnes à intervenir et on a vu que les médias généralistes s'emparer de plus en plus de l'OSINT. Bien que, par exemple, en France, il y avait déjà une cellule d'investigation vidéo. Le Monde avait une cellule d'investigation où les journalistes faisaient de l'OSINT et tout ça. Et je pense qu'en effet, avec toutes ces tensions géopolitiques, avec le fait que l'information elle est accessible beaucoup plus facilement avec les réseaux sociaux et qu'on puisse produire du vrai renseignement avec de l'OSINT, c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau phénomène de mode, mais qui en réalité a juste évolué. C'est l'ancien patron de la DIA, une organisation américaine qui disait 90% du renseignement provient de sources ouvertes. Les 10% restants, c'est le travail de l'analyste en mode Sherlock Holmes, le travail clandestin, tu vois, l'UMINT et tout ce genre de choses. L'UMINT, d'informations. Exactement. Ouais. Mais moi, avec de l'OSINT, on pourra en reparler, mais j'ai vu des personnes comme Coupe Sûre, qui est un Suisse sur Twitter que je vous recommande grandement de suivre. Ouais, je vois qui c'est. Enfin, moins de 25 ans et le mec du travail de qualité. Mais ouais, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il postait des tweets mais qui étaient des vrais renseignements. Et c'est bluffant d'avoir une personne de moins de 25 ans qui fait ça, quoi. Est-ce qu'on vit, de manière générale, j'ai l'impression qu'on vit un phénomène de décentralisation générale. Ouais. C'est une thématique sur laquelle elle mériterait un autre podcast, que ce soit même par rapport à la question médiatique, avec les podcasts et autres, mais au niveau économique ou au niveau crypto, c'est de la décentralisation. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que l'OSINT, le phénomène que tu viens de décrire, c'est pas de la décentralisation du renseignement? C'est-à-dire que le grand public, le grand public, l'opinion publique, avec les outils qui existent aujourd'hui, avec l'abondance de l'information sur les réseaux sociaux, ne devient pas lui-même acteur du renseignement. C'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai déjà utilisé le terme ubérisation du renseignement. Ouais, voilà, entre guillemets, c'est ça. C'est vraiment... maintenant, tu as partout dans le monde des personnes plus ou moins âgées qui viennent du monde du renseignement ou pas du tout, qui s'improvisent analystes et qui vont te produire un renseignement, de qualité ou pas, hein, bien évidemment, mais de manière très facile. Et c'est assez bluffant. Par exemple, tu as des cas où tu as des personnes qui te disent, par exemple, pour investiguer des criminels de guerre ou des crimes de guerre ou ce genre de choses, ils te disent, voilà, il y a telle photo, telle vidéo qui a été filmée à un endroit où on ne sait pas où ça a été fait. Par exemple, une personne qui se fait exécuter avec des enfants. Et là, la vidéo de la BBC. Forcément, la BBC Africa Eye qui avait fait une vidéo il y a pas mal de temps sur ça, sur une femme qui se fait exécuter avec des enfants. Et on voit rien, on sait juste que c'est dans un village, quelque part en Afrique. Et on voit juste une chaîne de montagnes au loin. Et là, tu as les journalistes de la BBC qui, justement, en faisant de l'OSINT, ont réussi à localiser exactement où est-ce que la vidéo a été filmée et à savoir exactement quand est-ce que la vidéo a été filmée parce que ils ont regardé l'ombre du soleil et avec l'ombre du soleil, en fait, tu peux savoir quand est-ce que la vidéo a été filmée parce que, bien évidemment, la position du soleil n'a pas la même trajectoire suivant les jours et mois de l'année, quoi. C'est impressionnant. Ouais. C'est assez impressionnant et, entre parenthèses, je crois qu'ils ont fait une investigation en un laps de temps très court, ce qui prendrait un magistrat... les autorités juridiques de 3 ans de travail, ils l'ont fait en quelques semaines. Hein. Ouais, et en fait, ils ont déjà donné des conférences sur ça où ils expliquaient comment ils ont fait ce type d'investigation. Et en fait, au début, ils disaient qu'ils s'étaient juste partagé
certaines zones d'Afrique entre les journalistes. Et en fait, ils étaient sur Google Earth. Et ils scrollaient, ils regardaient tous les... Enfin, tu vois, ils essayaient de reconnaître la même chaîne de montagne et tout ça. Je sais plus combien ils étaient peut-être 10 ou 20 journalistes, mais on peut retrouver l'information en faisant de l'OSINT. Et en gros, il y a une de leurs sources qui leur dit, est-ce que vous avez regardé à côté de telle zone géographique? Et là, ils ont regardé, et en effet, en fait, ils ont pu avancer. Et là, tu vois, tu as ton ubérisation du renseignement. Alors, les personnes vont me dire, oui, mais très bien, un service de renseignement, ils seraient allés voir une source, ils auraient montré la vidéo à une source, peut-être que la source aurait dit, ah, mais peut-être que vous avez regardé à tel endroit, etc. Sauf que là, en fait, tu peux poster sur Twitter. Tu peux dire, est-ce que ça vous parle, cette zone géographique? Ouais. Et ensuite, que tu vas avoir des personnes qui vont t'aider à le géolocaliser et tout ça. Bien évidemment, après, tu vas avoir des biais, tu vas avoir des problèmes par rapport à ça. C'est que ton renseignement, il va être public, il ne va plus être confidentiel. Alors, je fais l'indistinction entre information et renseignement avec l'analyse et tout ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est que tu peux te faire aussi intoxiquer. Et en effet, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de comptes OSINT sur Twitter, X, depuis pas mal de temps, mais il y a aussi beaucoup de comptes qui se font passer pour des professionnels de l'OSINT et qui répondent des informations sur ce genre de choses. Et notamment, il y a eu un cas, peut-être que tu as lu les rapports de Viginum. Viginum, en fait, c'est une organisation française qui investigue la désinformation. Ils ont fait pas mal de choses. L'ensemble des rapports sont publiés en français, en anglais et en russe. Et en gros, ils arrivent à déceler des campagnes de désinformation de certains pays. Et ils utilisent de l'OSINT. Et ils te montrent dans leur rapport comment ils ont prouvé que c'était une campagne de désinformation gérée par tel acteur, uniquement avec de l'OSINT. Et en fait, c'est assez intéressant. Tu as certaines puissances étrangères qui ont envoyé des fausses informations à fact-checker à des analystes OSINT. Pour les intoxiquer. Pas pour les intoxiquer, mais plus pour leur faire perdre du temps pour pas qu'ils regardent d'autres thématiques. Intéressant. Et ça, vous pouvez voir, il y a vraiment plein d'articles qui ont parlé de ça, et c'est passionnant. Enfin, je me comprends, mais faut aimer l'investigation. C'est ça. Et en fait, de se dire que tu as une puissance étrangère qui est conscient qu'il va y avoir des analystes qui vont faire de l'enquête OSINT, qui vont fact-checker, et en fait, qu'ils utilisent ces analystes pour pouvoir leur donner plein de fausses investigations pour qu'ils soient trop occupés à investiguer les choses qui vont déranger un État. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est passionnant. Alors Sylvain, aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, en plus d'animer ta communauté, Epios. Est-ce que tu peux nous parler, dans la limite de la confidentialité, et en tout cas de ce que tu peux nous dire, en tout cas nos auditeurs, est-ce que tu peux nous parler concrètement qu'est-ce que tu fais? Comment tu utilises l'OSINT aujourd'hui pour répondre à des problématiques? En fait, quel type de problématiques tu traites? Alors, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment un passé cybersécurité. Et j'ai toujours été passionné d'investigation et de faire des recherches. Et en gros, en 2020, je vois un article d'une personne sur Twitter assez connue dans l'OSINT qui s'appelle Sector035, un néerlandais, qui a posté un article sur comment retrouver les avis Google Maps d'une personne depuis une adresse mail. Ah oui, ok. Et là, je vois l'article, je fais purée, mais c'est super intéressant. Sauf qu'en fait, c'est un peu technique. Et je me dis, au lieu de faire un logiciel qui va automatiser ça, en Python, où tu as besoin d'avoir Linux pour faire ce genre de choses, etc. Moi, je donnais déjà des formations à des forces de l'ordre et à des journalistes sur mon temps perso. Je me dis, je vais faire une version web. Un outil très simple comme Google où tu mets une adresse mail, tu fais entrer et on t'affiche les avis Google Maps de la personne. Et en fait, en 2020, je crée ce site web et sur mon temps perso, gratuitement, je dis je mets ça gratuitement, je stocke aucune information qui est faite, aucune recherche qui est faite, c'est juste pour aider la communauté. Et étonnamment, en fait, j'ai eu énormément de retours de journalistes qui ont fait des opérations, qui ont trouvé pas mal de choses intéressantes sur de la corruption, sur énormément de sujets, des forces de l'ordre qui ont résolu des cas de pédopornographie, comme ça, vraiment énormément de choses. Et donc pendant 2 ans, je maintiens ce site web, et au bout de 2 ans, je me dis, en fait, il y a plein d'autres techniques aussi qui sont super intéressantes.
qu'on peut automatiser, sauf que tu as besoin d'avoir des serveurs un peu plus robustes, des proxys, tout ce genre de choses, etc. pour pouvoir faire ça. Et donc, j'ai lancé une version web en 2022. Donc, ça s'appelle Epieos, epieos.com, où il y a une version gratuite. En fait, tu peux aller, tu mets une adresse mail, un numéro de téléphone, on va te redonner les réseaux sociaux de la personne depuis son adresse mail ou son numéro de téléphone. Donc, par exemple, tu vas retrouver son compte Strava, où est-ce qu'il court, avec qui il court, tout ce genre de choses. Tu vas retrouver les avec Google Maps, tu vas retrouver son compte chess.com, donc son compte où il joue aux échecs, donc avec un pseudo bien spécifique qu'il va utiliser, son compte LinkedIn, etc. Et en fait, au début, tu vois, j'ai fait ça et j'ai vu que c'était assez utile. Et donc maintenant, je suis entièrement dédié à ça. On est une entreprise avec plusieurs collaborateurs et on fournit majoritairement cet outil aux professionnels de l'investigation, donc aussi bien business, donc qui vont faire de la lutte contre la fraude, qui vont faire de la due diligence, qui vont faire de l'intelligence stratégique, donc voilà, financement du terrorisme, mais aussi aux forces de l'ordre et gouvernement qui nous utilisent sur des opérations de contre-espionnage, sur du contre-terrorisme. Sur énormément de choses, sur de la fraude aux véhicules, sur vraiment plein de choses, sur de la cybercriminalité, ou alors sur des attaques cyber, sur de la désinformation. Par exemple, comment investiguer une campagne, savoir qui est derrière une campagne de hacking d'une entreprise ou d'un gouvernement, et en fait, on arrive à retrouver que potentiellement le nom-prénom d'un Nord-Coréen qui est derrière la campagne ou ce genre de choses. Tu vois. Donc, c'est voilà ce qu'on fait. Et on a également une petite partie de formation et d'investigation, mais on est majoritairement sur l'outil. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que bien qu'on soit une entreprise qui fournit des outils, ça ne fait pas tous les outils. Et ça sert à rien de se dire je fais de l'OSINT, j'utilise des outils. Non. Totalement d'accord. C'est en fait, il faut beaucoup de personnes me disent oui, est-ce que vous intégrez l'IA dans Epieos, ce genre. Alors, comment te dire, moi je suis un peu vieille école et je dis, à mon sens, le meilleur outil d'analyse, ça reste l'analyste. Oui. C'est lui qui connaît le dossier par cœur et qui va. On a eu le cas, on a eu des forces de l'ordre qui ont résolu une enquête qu'ils avaient depuis plus de 10 ans. Ils ont été incapables de retrouver le mec depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'était une petite information qui les a mis sur une piste et qui a permis de creuser et de dérouler la pelote de laine pour trouver quelque chose. Oui. Et tu vois, et ça, alors bien sûr, l'IA va t'aider justement à emmagasiner beaucoup de données et à les trier, tout ce genre de choses. Et je pense que c'est assez intéressant. Et même dans la partie analyse, ça va être intéressant. Mais, à mon sens, actuellement, peut-être que je me trompe, ça ne remplace pas encore l'analyste. Oui. Ça l'aide. Et en fait, il faut bien faire le distinguo. L'outil, ça ne te fait pas ton analyse. Et on a beaucoup de personnes qui tombent dans des biais cognitifs juste parce qu'ils utilisent un outil et ils inventent des liens alors que pas du tout. Totalement d'accord. Aujourd'hui même, nous, avec nos clients, nos partenaires, je parle dans la partie business, dès qu'on parle d'OSINT ou même de manière générale de veille, on a l'impression qu'il y a un transfert des cerveaux aux techniques. Enfin, tout est technique et tout est outil. Donc on dit que c'est avant tout une question, ça tombe bien avec le nom du podcast, de mindset en fait. Oui, bien sûr. C'est le mindset de l'analyste. C'est comment repérer, comme tu dis, les bons signaux faibles pour résoudre la problématique en réalité. Donc c'est avant tout de la réflexion que, alors aujourd'hui, on va pas dire, je pense que dans quelques années, l'IA va être capable, en collectant un maximum d'informations, de trouver des chemins. Mais l'aspect humain est encore très très important. Moi, il y a 2 cas qui m'avaient interpellé. On était en convention ensemble de use cases sur lesquels tu étais intervenu. Le premier, c'est le tracking d'un pédocriminel. Retrouvé, je ne sais plus où, aux Philippines. Ouais. À cause d'une faille, je crois que c'était un commentaire Google Maps aussi. En fait, il y a eu plusieurs choses. Là, on avait sur cette personne, donc c'était une personne qui était recherchée par Interpol, ce qu'on appelle des red notices, des notices rouges. Et en fait, avec l'association OSINT-FR, à des moments, quand on s'embête, quand on s'ennuie, on s'amuse à traquer des personnes qui sont recherchées par le FBI, par Interpol, ce genre de choses, et à aider les forces de l'ordre, sans faire justice par nous-mêmes. C'est pour faire du reporting. Exactement, c'est faire du reporting pour aider les enquêteurs, et c'est les enquêteurs qui demandent de l'aide sur « Ok, on a telle personne qui est recherchée, si vous avez des informations, merci de nous les envoyer. » Et donc là, sur cette personne... on a un homme qui a un nom-prénom assez commun qu'il faut retrouver, donc c'est assez difficile. Et en fin de compte, on se met, à mon sens, le bon analyste, il faut qu'il se mette dans la peau de la cible. Et donc là, tu vois, la personne elle a 50 ans, 55 ans.
Bah, je me dis, OK, 50 ans, 55 ans, s'il utilise l'outil informatique, qu'est-ce qu'il va utiliser? Quels sont les réseaux sociaux qu'il va utiliser? Et donc, il va utiliser peut-être Facebook, peut-être Wanadoo, peut-être Copain d'avant. Réseau de boomers. Ouais, exactement. Peut-être Skype. Et en fait, juste en cherchant son nom, prénom sur différents réseaux sociaux, bah, en fait, on tombe sur des comptes. Et là, notamment, sur Skype, on trouvait, avec son nom, prénom, plusieurs homonymes, mais on trouvait un compte avec une photo de profil qui lui ressemblait beaucoup. Et on voit un pseudo qui est assez particulier. Et donc, ce pseudo, bah, en fait, je vais pivoter, c'est ce qu'on appelle pivoter dans le jargon, c'est utiliser ce pseudo pour essayer de trouver une nouvelle information. Je me dis, bah, ce pseudo, peut-être qu'il l'utilise pour une adresse mail. Donc, je sais pas si le pseudo, admettons, c'est je sais pas, Bibi92. Eh bien, je vais essayer de prendre bibi92@gmail.com, @hotmail.com, @hotmail.co.uk, @wanadoo, et je vais essayer tout ça. Et en fait, juste avec la version gratuite de Pioche, j'ai mis directement l'adresse mail, admettons bibi92@gmail.com. Et là, je vois qu'en fait, en effet, il y a bien une adresse mail qui existe et que ça me donne bien le compte Skype de la personne que j'avais repérée. Et en plus, je vois qu'il y a une fuite d'informations, que cette adresse mail apparaît dans une fuite d'informations, donc qu'il y a un site web où il était enregistré qui s'est fait pirater, et donc tu peux retrouver l'ensemble des données de ce site web publiquement. Et comme par hasard, l'utilisateur qui est derrière cette adresse mail avait mis une date de naissance qui était exactement la même date de naissance que la personne sur Interpol. Et donc là, bah, tu vois, j'ai déjà un premier niveau de confidence qui me dit, d'accord, c'est sûrement la bonne personne que je cherche. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, on a trouvé plusieurs réseaux sociaux, on a trouvé plusieurs pseudos différents qui l'utilisaient. Et ensuite, en faisant toujours ce pivot avec d'autres pseudos, avec d'autres noms, prénoms, etc., eh bien, on tombe sur une adresse mail qui n'était pas connue. Et cette adresse mail pas connue, on tombe sur des profils sur des réseaux sociaux, et notamment sur des avis Google Maps, dans une petite ville à côté de Manille aux Philippines. Et ça nous a pris 2 heures, 3 heures à retrouver la localisation exacte de cette personne recherchée par Interpol. Et t'es recherché depuis quand? Aucune idée. Faudrait que je regarde directement sur le site web, mais aucune idée pour le coup. Ouais. Et en fait, on peut pas blâmer les forces de l'ordre. Il ne faut pas blâmer les forces de l'ordre parce que question de temps, de ressources. c'est exactement ça. C'est en fait, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps, et il y a aussi faut optimiser ce temps. Ça veut dire que si un analyste travaille pendant 20 jours sur un cas qui va rien donner, alors qu'en fait, peut-être que ces 20 jours, il aurait pu résoudre 50 cas différents. Enfin, voilà, donc... mais donc, voilà, en fait, on va chercher les petites failles que les criminels ont fait pour pouvoir justement les localiser et aider les forces de l'ordre à les intercepter. Passionnant, vraiment passionnant. Fait que c'est un peu dans le jargon cyber... toute comparaison gardée, c'est un peu comme l'histoire de Bug Bounty, c'est-à-dire c'est vous qui remontez l'information, vous êtes en coopération avec les forces de l'ordre, de manière bénévole, mais voilà, pour un objectif commun de bien commun, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de personnes sur OSINTFR. Comme je le disais, on est un peu plus de 18 000 maintenant. Et c'est des challenges pour vous. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, tu as beaucoup de personnes qui te disent moi, je voudrais bien apprendre à faire de l'OSINT. Ok, très bien, mais en fait, sur quoi apprendre? Et tu as des personnes qui disent ouais, moi, je veux faire du stalking, qui est pour faire du harcèlement, du doxing, etc. Et là, on dit non. Et au contraire, justement, ça nous permet de former des jeunes ou des moins jeunes qui s'intéressent à la thématique avec des vrais cas. Alors, on ne va pas commencer avec des red notices Interpol parce que il faut mettre en place ce qu'on appelle de l'OPSEC, de l'Operation Security, de la sécurité opérationnelle, pour être sûr qu'en fait, on ne va pas avertir la cible qu'on est en train de rechercher. Ouais. Si on l'avertit, peut-être qu'il va changer complètement son comportement et que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des informations sur lui par la suite. Donc, on va sur d'autres thématiques. Il y a Europol qui a un programme qui s'appelle Stop Child Abuse, Trace an Object. En gros, ils récupèrent des vidéos pédopornographiques et ils vont, sur une vidéo, par exemple, dans le fond, peut-être que tu vas voir une bouteille d'eau. Peut-être que tu vas voir un shampoing, ce genre de choses. Et en fait, ils prennent juste ce shampoing ou cette bouteille d'eau qui est pixelisé, qui est de très mauvaise qualité, ils le mettent sur le site et ils disent « Est-ce que tu sais quelle est la marque de ce shampoing? Est-ce que tu sais quelle est la marque de la bouteille d'eau ?» Et en fait, nous, on va creuser, on va prendre les 20 personnes là, qui s'intéressent à l'OSINT et qui se disent « Ouais, j'ai envie de faire du stalking », et on va leur dire « Regarde, on va commencer à faire des choses en OSINT pour faire le bien.
Et en gros, on va creuser des heures et des heures sur eBay, sur des sites de supermarchés dans des provinces, dans certains pays, tout ça, pour pouvoir retrouver la bonne marque. Et une fois qu'on a retrouvé la bonne marque, fact-checker, vérifier que c'est bien la bonne et envoyer cette information aux forces de l'ordre de Europol qui, eux, s'ils voient que par exemple c'est un shampoing qui est vendu uniquement dans une province en Chine, bien évidemment, ils vont savoir que la vidéo, peut-être qu'elle a été filmée en Chine. Et donc ça va les aider justement à enquêter. Intéressant. Il y avait un autre cas aussi qui m'a interpellé, là c'est plus un impact géopolitique. Parle-nous du cas de l'officier de renseignement, il me semble, russe, ou un colonel qui a été abattu en pleine... durant son jogging à Moscou par un leak de Strava, je crois. Alors, je sais plus si c'était à Moscou. En gros, il y a quelques mois, années maintenant, ça remonte, il y a un officier sous-marinier russe qui s'est fait exécuter pendant son jogging. Et en fait, donc je vois l'actualité, je me dis intéressant, et sur Twitter, je vois une personne qui dit, mais c'est assez marrant parce que en fait, ce sous-marinier russe, il a un compte Strava qui est public. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Strava? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, quand vous allez courir, en fait, vous pouvez synchroniser avec votre téléphone, avec votre montre, pour savoir combien de temps vous avez mis pour mettre combien de kilomètres, où est-ce que vous avez couru, etc., etc. Et vous pouvez l'avoir un compte privé ou un compte public. Et en fait, moi, je vois cette actualité, je me dis, purée, c'est intéressant, mais comment faire pour retrouver ce compte Strava? C'est très simple, on a un nom, prénom d'une personne. Toujours la même chose, se mettre à la place de la cible. Cette personne, elle a forcément une adresse mail, elle a forcément un numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme adresse mail? Peut-être prénom.nom @gmail.com, @hotmail.com. Et en effet, on trouve avec nom@gmail.com une adresse mail qui est bien liée à lui, mais qui ne nous donne pas le compte Strava de la personne. Ça veut dire qu'il y a une autre adresse mail qui existe. La personne était russe. Donc forcément, il n'utilise peut-être pas Gmail. Il va utiliser Yandex, mail.ru, tout ce genre de choses. Et en fait, en essayant toutes ces combinaisons, on arrive à retrouver son compte mail russophone inscrit sur le site Strava. Et donc avec Epios, là, j'ai pu retrouver son compte Strava directement. Mais en plus du compte Strava, j'ai pu retrouver plein d'autres informations. J'ai pu retrouver son compte Skype. J'ai pu retrouver quels étaient ses amis sur d'autres réseaux sociaux. J'ai pu retrouver son numéro de téléphone. Et donc ensuite, on va pivoter justement et le numéro de téléphone va me permettre de trouver de nouveaux réseaux sociaux, etc. Et en fait, en quelques minutes, on va avoir l'ensemble de sa vie numérique. On va avoir son environnement. Oui. Et par la suite, sur Strava, je vois qu'il avait des photos. Il se prenait en photo quand il faisait beaucoup de vélo dans les montagnes. Et en fait, j'ai une photo de lui, un selfie avec un de ses amis. J'ai pris la photo. Et en fait, j'ai fait de la reconnaissance faciale dessus sur un site qui s'appelle Pimize, qui est assez connu. Et quand j'ai fait ça, Pimize m'a donné plusieurs photos où on le voit, mais dans une tenue complètement différente, pas dans une tenue de sport, mais dans une tenue d'officier, où il réceptionnait des décorations pour son sous-marin. Et donc, tu vois, en quelques minutes, depuis un compte Strava, j'avais, par exemple, exactement quel sous-marin il commandait, avec qui étaient les autres membres d'équipage, parce que tu voyais sur la photo l'ensemble des autres personnes, etc. Mais ça arrive assez souvent quand même, on fait de la veille sur le sujet. Rien qu'avec Strava, donc l'application de running, il y a eu plusieurs leaks pendant plusieurs années, des officiers de renseignement de mémoire américains, français, etc., qui ont laissé de l'info. Comment faire aujourd'hui? On a beau, je pense, aux services de sécurité, mais les entreprises aussi, par rapport qui travaillent dans des domaines sensibles, ou par rapport à la question concurrentielle. Comment faire pour protéger? C'est pas évident, faire de la sensibilisation et protéger en fait les collaborateurs ou les officiers. Aujourd'hui, on a différents réseaux sociaux. On a beau prendre des précautions, on n'est pas à l'abri, sans s'en rendre compte, de laisser ce qu'on appelle des petits indices un peu partout, qui permettront à une personne mal intentionnée, un adversaire, un ennemi, un criminel de pouvoir remonter et exploiter ou passer à l'action. C'est assez intéressant ce que tu dis. Je fais beaucoup, en fait, avec ma boîte, on fait beaucoup d'investigations pour des COMEX, pour des dirigeants. Tu as sûrement entendu parler du dirigeant de la mutuelle américaine qui s'est fait assassiner dans la rue de New York. On a beaucoup de clients qui sont des grands groupes internationaux qui nous contactent pour faire un état des lieux, pour tester leur hygiène numérique.
C'est-à-dire, on nous donne juste nom, prénom et on nous dit essayez de trouver le plus d'informations possible. En fait, vous faites du doxing autorisé. Ouais, exactement. De sauf que le doxing, en fait, on va pas le publier après sur Internet. Non, on va tester l'environnement numérique de la personne. On va regarder ce qu'on appelle le digital footprint, donc l'empreinte numérique des gens. Et en gros, en faisant ça, on a eu plusieurs cas où, en fait, tu vois, on tombe sur des photos de dirigeants qui sont plus ou moins confidentielles comme photos, qui sont à des événements de coopération entre deux pays, alors que l'entreprise ne travaille pas forcément dans ce pays. Donc ça peut te donner des idées, avec des proximités avec certains ministres de certains pays étrangers, etc. On a eu des cas de membres du COMEX où on a pu retrouver leur profil sur des sites de rencontres extra-conjugaux. Ah ouais, ça c'est très On a eu, moi, l'une des choses qui m'a le plus bluffé, on avait un patron d'une très 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 grosse entreprise cotée en bourse dans un pays, et assez bluffant parce qu'en fait il faisait vraiment très attention à son empreinte numérique parce qu'il était assez âgé, donc il n'utilisait pas trop l'empreinte numérique, sauf que ses enfants, eux, utilisaient pas mal l'outil numérique. Et en fait, on a retrouvé sur son fils, sur le profil de son fils, des avis Google Maps encore. Donc vraiment, voilà. Sauf qu'en fait, il a donné des avis Google Maps sur un oncologue en disant « Cet oncologue suit mon père depuis plus de 2 ans pour son cancer. » Ce n'est pas connu que ce patron de grand groupe a un cancer. Oh ouais. Donc si demain, admettons, je prends n'importe quelle entreprise, si on apprend que, admettons, Bernard Arnault ou Elon Musk a un cancer, et bien évidemment, les cours en bourse vont chuter. Ça peut être utilisé par des cybercriminels, ça peut être utilisé pour faire du chantage, ça peut être utilisé par des concurrents, ça peut être utilisé par des personnes qui vont faire de la fraude, qui vont faire du délit d'initié en bourse. Tu vois, on a énormément de choses comme ça. Et ensuite, sur la partie sûreté, on a beaucoup de personnes qui sont dans de la R&D, qui développent des brevets pour certaines entreprises sensibles. Et ces personnes, en fait, n'apparaissent pas sur LinkedIn. Parce que ça les intéresse pas, c'est des thésards et tout ça, ils se disent ça m'intéresse pas. Et donc, en fait, tu peux pas les identifier. Sauf que, à partir du moment où tu sais que le bâtiment de telle entreprise qui s'occupe de la R&D, où il y a toutes les personnes qui font la thèse et tout ça, il est à tel endroit, bah, tu peux regarder sur Strava toutes les personnes qui courent à proximité. Et en fait, comme ça, on arrive à identifier les noms-prénoms de personnes qui travaillent dans de la R&D dans telle entreprise. Et donc, qui peuvent être ciblés par la suite par des puissances étrangères ou par des concurrents. Oui, on est à l'abri de rien, en fait. Ouais. Et en fait, c'est assez difficile de sensibiliser, comme tu le disais, de changer ça. Et moi, j'ai 3 recommandations. La première recommandation, c'est faire de la sensibilisation. Et là, vous allez me dire, OK, ben, on fait de la sensibilisation, mais ça ne change rien. Auparavant, je continue à en faire un peu, mais ma spécificité, c'est le Red Team. Donc, c'est tester la sécurité globale de son organisation. Donc, aussi bien des pentests, des tests de pénétration cyber pour essayer de pirater les sites web de l'entreprise, pour tester leur sécurité. Hein. C'est pas de la barbouzerie, c'est juste pour tester la sécurité. Mais aussi bien fraude au président, ou alors intrusion physique. Donc, en fait, on rentre dans le bâtiment en se faisant passer pour un livreur, en se faisant passer pour un employé, pour aller dans le data center, on crochette les serrures, on crochette les coffres forts, tout ce genre de choses, etc. Et en fait, ce que je dis aux organisations qui font ce genre de tests, c'est en fait, nous, on est là pour donner de l'expérience. Quand tu es enfant... De la pratique, exactement. Bah, c'est ça, quand tu es enfant, tu as une cheminée, tu as 5 ans, tu touches le feu, tu touches la cheminée, tu te brûles. Mais tu le refais plus jamais. Tu le refais plus jamais parce que tu as appris que le feu, ça faisait mal. Oui. C'est la même chose avec la sensibilisation cyber. Ouais. Tu fais ton intrusion physique. Tu fais du spear phishing, du phishing d'une personne en utilisant de l'information publique que tu as trouvée, de l'information personnelle ou professionnelle de la personne que tu as trouvée publiquement. La personne tombe dans le panneau. 2 mois après, sensibilisation, tu montres ce que tu as fait. Alors, tu floutes pour pas le mettre en porte-à-faux. Et là, la personne va faire « Purée, mais en fait, je l'ai fait rentrer dans le bâtiment alors qu'en fait, il n'était pas autorisé. » Et en gros, quand dans 3 mois, tu vas avoir une vraie menace qui va arriver, qui va essayer de rentrer et qui va suivre la personne, il va se dire « C'est bon, je me suis fait avoir une fois, pas 2. »
Et donc là, il va avoir le bon comportement. Il va dire, c'est bon, je sais que je peux passer pour une personne bête, etc., auprès de mes collègues ou ce genre de choses, ou alors que je peux me faire avoir. Et donc là, en fait, il va faire attention et il va appliquer le process. Donc ça, c'est la première chose, c'est faire des audits. Alors, les audits, ça peut être aussi bien des intrusions physiques, etc., mais ça peut être aussi de regarder régulièrement l'ensemble des réseaux sociaux professionnels, hein, et ça dépend bien sûr des législations dans chaque pays sur la vie pro, vie perso. Ouais. Et donc nous, quand on fait ce genre de choses, bien évidemment, on a l'autorisation des personnes qu'on peut investiguer, parce que la frontière vie pro, vie perso est assez difficile. Ouais. Donc c'est faire ce genre d'investigation, et une fois qu'on voit de l'information, bah, c'est de la remonter au directeur sûreté ou alors au responsable de cybersécurité. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire de la sensibilisation. Et troisième chose qui n'est pas à négliger, c'est de mettre en place des process, notamment avec les directions de communication et les directions RH. Pourquoi ? Trop souvent, on a réussi à faire des intrusions physiques dans des bâtiments très sensibles. Pourquoi ? Parce que la direction communication, admettons, faisait un événement pour Noël et prenait en photo les locaux pour montrer, bah, regardez, on est en train de faire un petit événement pour les collaborateurs. Regardez, on est une entreprise vraiment cool. Sauf qu'en fait, sur la photo, tu repères l'alarme, tu repères tout ce genre de choses, etc. Les caméras et tout ce genre de choses. Ouais. Et en fait, bah, ça, c'est de l'information que la direction communication ou la direction RH a postée. On a eu des cas, un RH qui a posté, voici Jean Dupont, qui est notre nouveau comptable fournisseur. Et en fait, tu le vois en photo devant le poste, et tu vois les factures, tu vois le mot de passe, tu vois tout ce genre de choses. Et en fait, il faut les sensibiliser pour se dire, attention, quand vous prenez une photo, et bien sûr, vous avez le droit de faire de la communication, mais il faut bien faire attention qu'il n'y a pas d'informations sensibles. Et dans le process, communiquer chaque communication peut-être avec une personne de la direction sûreté ou de la direction cybersécurité pour pouvoir vérifier qu'il ne va pas y avoir de fuite d'informations. Et donc, tu vois, c'est 3 étapes assez simples. C'est faire des tests, c'est sensibiliser et c'est mettre en place des process. Et c'est des choses qui ne coûtent pas si cher que ça. Tout à fait. Donc, aux dirigeants, aux décideurs, aux conseils d'administration qui nous écoutent sur ce podcast, sensibilisation, prévention et audit. Très, très, très important. Très important. Surtout à l'ère, au niveau numérique, voilà des pratiques qui sont en train d'être développées, et notamment les cybercriminels, de manière générale, qui ont toujours une longueur d'avance. Ou des concurrents mal intentionnés, ou des États, etc. Tout dépend de la sensibilité du sujet. Voilà. On a eu le cas où on a fait des tests de fraude au président pour certaines entreprises. Et c'est très simple, hein. En fait, on fait notre OSINT sur le COMEX, etc. On tombe sur une personne du COMEX qui a une empreinte numérique qui est un peu plus importante. Et en fait, on entraîne nos modèles d'IA avec la voix de la personne. Et en fait, on appelle un dirigeant ou une autre personne du COMEX avec du deepfake audio. C'est bluffant maintenant, c'est assez simple. Et ça passe très bien. Et en fait, si tu sais que, par exemple, tu vois, on a sur une photo qui a été postée, tu vois un post-it rendez-vous tel jour, telle heure dans telle clinique pour un rendez-vous IRM, bah, tu peux très bien appeler le voisin de bureau et dire oui, il y a un tel qui m'a dit que en fait Pierre, il était en rendez-vous IRM et tout ça, faut que tu me fasses absolument le virement, il m'a dit que tu pouvais t'en occuper, etc. Vous savez que Pierre, il n'est pas joignable parce qu'il a son rendez-vous médical, et en plus vous avez une information qui est connue de peu de personnes, et donc vous paraissez légitime. Là, on est dans l'ingénierie sociale. Exactement, et donc c'est comme ça que des fraudes au président peuvent être faites. Vigilance donc. Exactement. Vigilance. L'OSINT, justement, au sein de l'entreprise, là, en termes de stratégie d'entreprise, qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur au-delà de la question de la prévention, de la gestion de crise ou des domaines liés à la sécurité, sûreté, la cybercriminalité, l'intelligence stratégique, par exemple. Qu'est-ce que l'OSINT peut apporter, notamment aux décideurs, aux gens travaillant dans le domaine, aujourd'hui, de manière concrète ? Parce qu'on a tendance on a l'impression que, justement, c'est réservé des domaines, soit de la veille géopolitique ou de la défense, de la sécurité, cyber, mais aujourd'hui, ça a des applications beaucoup plus larges. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, chaque entreprise fait déjà de l'OSINT, en réalité. Quand vous avez une RH ou un chasseur de tête qui va essayer de recruter un profil, il fait de l'OSINT. Il va chercher sur LinkedIn, il va chercher sur GitHub, par exemple, un développeur, etc. Il fait de l'OSINT. Alors, bien sûr, on a la partie RH, où l'OSINT est beaucoup utilisé. On a la partie lutte contre la fraude, où c'est
extrêmement bien utilisé aussi pour pouvoir investiguer des scénarios de fraude, etc. C'est vrai, tout ce qui est due diligence, fraude, lutte contre le Complètement. blanchiment. Due diligence, par exemple, loi Sapin 2 pour les Français, par exemple, qui est une loi qui vous oblige à faire une due diligence sur les partenaires que vous allez avoir. Donc, pour être sûr qu'il n'y a pas, admettons, je sais pas, du blanchiment d'argent, financement du terrorisme, bypass d'embargo. Des cadavres sous le plancher. Exactement. Ouais. Tu vas l'avoir, c'est beaucoup utilisé par les sales, par les équipes de vente, pour trouver, par exemple, un appel d'offres. Trouver un appel d'offres, tu fais de l'OSINT, tu cherches des mots-clés bien spécifiques avec des requêtes booléennes. Sur Google, tu fais de l'OSINT. Tu vois, en fait... Ou alors pour cadrer, des fois, psychologiquement, son lead. Eh bien, exactement. Alors, moi, je connais certains sales qui utilisent notre solution, qui mettent l'adresse mail d'une personne, d'un prospect, et ils voient les restaurants que la personne a notés. Et donc, s'ils voient qu'il va uniquement dans des restaurants Michelin, bah déjà tu sais quel type de restaurant ou dans quel type de restaurant tu vas l'inviter, et puis tu vas voir les critiques, ou alors il dit par exemple j'adore ce restaurant, c'est mon restaurant favori, j'y retournerai tous les jours. Bah ok, tu sais très bien que si tu organises un rendez-vous dans ce restaurant, tu vas peut-être gagner des points. Et en fait ça c'est des choses qui sont faites depuis la nuit des temps. Tu vois, il y a des personnes, quand tu sais que la personne elle est passionnée de rugby, bah tu vas mettre une personne qui est passionnée de rugby. Et donc voilà quoi. Donc en fait le site en réalité c'est un outil que tu peux transposer à n'importe quel métier. Ouais. Vraiment. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu as des conseils à donner aux utilisateurs aujourd'hui, voilà, aux utilisateurs d'applications sur Internet, les réseaux sociaux, tant au niveau privé ou au niveau professionnel, pour éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes qui peuvent les exposer à des dangers... à des dangers par rapport, je sais pas, au niveau de leur vie personnelle, mais aussi pour se faire arnaquer. On a eu le cas récemment, le fameux cas, pardon, c'est horrible ce qui s'est passé, mais le cas de Brad Pitt, voilà, avec avec l'IA, comme ça, le deepfake, voilà, enfin, c'était vraiment pas un deepfake, bon, entre guillemets, mais bon, ça arrive tous les jours. Comment se prémunir tout en ne devenant pas parano? Ouais. Est-ce que, déjà, j'allais poser la question, est-ce que tu ne deviens pas, à titre personnel, ça fait des années que tu bosses dessus, est-ce que tu es parano? Oui, complètement. Parano au point que, par exemple, si tu fais une recherche de EPIOS de ma boîte sur LinkedIn ou sur ce genre de choses, tu verras aucun employé à moi. Tu verras aucun collaborateur. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis la personne publique, et donc on est utilisé sur des cas vraiment très stratégiques pour certains gouvernements. Et donc, on peut être intéressant pour certaines puissances étrangères malveillantes. Oui. Et donc, en fait, moi, bah, ils peuvent essayer de me viser. Je ne vais pas avoir accès à de l'information qui est vraiment utile. Et donc, les personnes qui ont vraiment accès à l'information, au serveur, etc., bah, ils sont cachés. Et donc, en fait, tu vois, on essaie de limiter déjà ce genre de choses. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. À mon sens, il faut déjà, dans un premier temps, connaître son modèle de menace. Contre qui je me protège? Est-ce que je me protège contre un concurrent? Est-ce que je me protège contre de la criminalité basique? Est-ce que je me... Donc ça, c'est la première chose à se dire. Oui. La deuxième chose, c'est... OK, quelles informations on peut trouver sur moi? Sans parler de les enlever, hein. Juste de savoir quelles informations sont publiques. Ça vous permet de savoir quand quelqu'un va vous appeler en utilisant cette information qui est publique, vous allez vous dire, d'accord, je sais que cette information est publique, donc peut-être que je ne vais pas tomber dans le panneau plus facilement. Si quelqu'un vous dit, oui, j'ai vu, bonjour, nous sommes la direction de tel golf, suite à votre visite de tel jour, etc., on voulait vous donner 50% de réduction par mail ou ce genre de choses. Vous avez posté sur votre compte Instagram public que vous étiez à tel golf, tel jour, telle heure. Comment je peux être sûr que c'est vraiment ce golf? Peut-être que c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce golf. Oui. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et en fait, une fois qu'on a fait cet état des lieux, c'est quelles sont les mesures, les contre-mesures que je vais mettre en place? Est-ce que je supprime ces données? Et là, vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez faire des demandes RGPD pour supprimer des données. Ou alors, au contraire, est-ce que j'accepte cette information et donc j'accepte que ces données soient... on accepte le risque. On élimine ou on accepte le risque. C'est exactement ça. C'est du risque. Oui. Et en fait, tu vois, juste avec ça, tu peux déjà avoir une bonne sensibilité, etc. Et un cas qu'on a eu, qui est très connu, que beaucoup de personnes... donne en conférence, c'était une dirigeante d'un grand groupe français qui est
aller négocier ou signer un contrat à l'étranger. Et 20 minutes avant la signature, elle reçoit un appel. Bonjour, Madame Intel. Vos enfants, aujourd'hui, ils sont habillés comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont bien dans telle école. Le contrat, vous n'allez pas le signer. Et ça raccroche. Ah ouais. Et là, en fait, qu'est-ce que je fais? Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est du bluff? Est-ce que c'est... Exactement. Est-ce que tu es préparé à ça? Tu peux pas être préparé à ce genre de choses. Non. Et donc peut-être que les personnes, ils ont juste fait de l'OSINT et ils ont trouvé des choses, quoi. Ouais, c'est peut-être du bluff et un coup psychologique, ou est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ouais. Et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de savoir quelles sont les informations qui sont publiques sur Internet pour pouvoir se prémunir contre ce genre de choses. Mais des fois, on peut même pas savoir. On peut faire laisser des informations sur Internet qui peuvent paraître anodines. On va prendre quelques exemples, ça va rendre parano nos auditeurs. Mais moi, par exemple, depuis TK, moi j'ai plein d'amis. Par exemple, ils viennent monter leur business, ils ont ouvert des restaurants et tout. Ils me disent ouais, s'il te plaît, tu peux me laisser un avis Google Maps et tout. Alors ils sont vexés. Moi, depuis, je ne fais plus de commentaires. Grâce à Epios ou à cause de Epios, tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. Et depuis un certain temps, je dis désolé, mais je fais pas de commentaires. Ou alors on crée un faux compte et on fait des commentaires. Mais bon, ça nécessite d'avoir du temps et tout. Mais on a le cas. Le cas le plus classique, c'est ça, faut vraiment avoir. Je veux dire, c'est le degré zéro de sensibilisation. C'est les gens qui postent ouais, super les vacances, voilà mon billet d'avion, etc. J'y vais avec leur compte Instagram, Facebook public, hashtag. Ils oublient que les cambrioleurs font de l'OSINT aussi. Ouais. C'est assez simple. Alors on va chercher hashtag et tout. Et plus récemment, tu as vu ce qui se passe en France, les entrepreneurs crypto qui se font enlever, bien sûr, etc. Avec de l'information récoltée sur Internet. Donc ça peut être dangereux. Mais on va prendre un exemple qui peut faire rire nos auditeurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec des choses auxquelles on pense pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ma photo de profil WhatsApp? C'est intéressant. Ouais. Avec ta photo de profil WhatsApp. Ouais. En fait, déjà, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est déjà voir l'environnement de la personne. Si je vois une photo de profil WhatsApp qui va être prise en extérieur, oui. En fait, à des moments, tu peux géolocaliser où est-ce que la photo a été prise. Avec les métadatas. Eh bien non, parce que les métadonnées sont enlevées. D'accord. Comment on fait? En fait, il y a un outil qui s'appelle GeoSpy. Tu mets n'importe quelle photo. Et en fait, il va analyser, c'est une IA qui analyse le fond et qui va te dire en mode « Ah, ça a été pris à tel endroit. » C'est dingue, c'est-à-dire maintenant, il y a des IA qui font de la GeoInt automatiquement. Ouais. Oh. C'est bluffant. C'est bluffant. C'est un très bon ami à moi qui a développé ça. Il est venu, on l'a invité à Le Hack parce que j'ai créé le l'OSINT Village, en fait, 2 jours de conférence à la nuit du hack, enfin, durant le hack chaque année, donc c'est en fin juin. Et je l'ai invité à donner une conférence l'année dernière et la vidéo est sur YouTube, si vous voulez voir sa conférence. Et ouais, c'est bluffant, juste avec une IA qu'il a entraînée. Alors maintenant, c'est devenu une entreprise qui fournisse des choses majoritairement aux forces de l'ordre, mais tu mets une photo, tu drag and drop, n'importe quelle photo dans le monde, il te dit c'est à tel endroit. Mais c'est assez bluffant, il te donne la rue exacte. Et s'il ne te donne pas la rue exacte, il va te donner, par exemple, la ville, etc. Et ça, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant pour avoir juste une information sur la personne. D'accord. Et pour pouvoir peut-être trouver des éléments qui sont intéressants que je vais pouvoir utiliser pour une attaque d'ingénierie sociale, de fraude au président, ce genre de choses, quoi. Alors peut-être pour des dirigeants qui nous écoutent, qui travaillent dans, je ne vais même pas dire des secteurs sensibles, mais des secteurs où ils sont exposés à des concurrents ou des appels d'offres internationaux, etc. Ou même par rapport à leur hygiène numérique journalière. Est-ce que tu as des conseils à recommander, à donner de base par rapport à peut-être des applications que tu utilises tous les jours? Instagram, WhatsApp, Gmail, peut-être. Qu'est-ce qui des petits tips de base, en fait. Déjà, ne pas mettre la photo de vous sur WhatsApp. Non, je rigole. Non, mais en fait, vous pouvez la mettre, mais il faut savoir que cette photo va être accessible, que des personnes vont pouvoir faire de la géolocalisation de cette photo, mais que des personnes vont pouvoir également faire de la recherche inversée par IA de cette photo pour pouvoir retrouver toutes les autres photos qui vous appartiennent. Et en fait, il faut juste faire le test. Testez vous-même pour pouvoir voir quelles sont les informations qui fuitent et s'il n'y a pas des informations sensibles et, auquel cas, les supprimer. En réalité, les recommandations, c'est assez basique. C'est, par exemple, mettre les comptes en privé si vous n'avez pas besoin qu'ils soient en public. J'ai des personnes qui me disent
Oui, mais moi, je veux que mon compte Strava soit public. Très bien. Ils ont le droit, mais avoir conscience que ça fait fuiter Ta géologue. ta géolocalisation, tes amis, quel club tu suis, tout ce genre de choses. Et par exemple, il y a des personnes qui me disent oui, mais j'ai activé la petite case qui permet de dire démarrer le parcours 200 mètres après. Tu sais, en fait, au lieu de partir d'ici, ça va te faire sur ta carte en mode quelque part 200 mètres aux alentours. Comme ça, tu peux pas savoir exactement où la personne allait. Mais en réalité, si tu as un concurrent, une menace ou un service de renseignement qui veut vraiment savoir où est-ce que tu habites, en fait, il se met à proximité des 200 mètres et peut-être qu'il va te voir passer, il te fait une filature de 200 mètres, quoi. Enfin, tu vois. Les données, regarde ta photo de profil WhatsApp. Exactement. Et ils vont croiser justement des Mais t'as données. eu des cas avec des youtubeurs, par exemple, tu vois, qui filment juste par leur fenêtre, quoi. Et en fait, avec la fenêtre, t'arrives à savoir où est-ce que la personne elle est basée et tout ça, quoi. Donc tu vois, c'est tout ça. En fait, c'est des bonnes pratiques très simples. C'est juste de vraiment, moi, je pense que la première chose à se dire, c'est tester soi-même son environnement numérique et éviter de mettre le plus de choses en public. D'accord. Ou alors juste changer les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Et rien que ça, en fait, 70% des informations seront protégées. Et surtout, et c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais que je donne toujours en recommandation, c'est vous, peut-être que vous avez une bonne exposition numérique, mais peut-être que votre mari ou votre femme C'est pas faux. ne l'a pas. Peut-être Les que vos enfants ne les ont pas. Et nous, on a eu des cas qu'on a pu résoudre juste parce que c'était les enfants de 12-13 ans qui postaient sur TikTok les vacances de la personne qui, soi-disant, était au chômage. Et on voit qu'il boit du Chambol Musigny premier cru. Tu vois, donc une bouteille de vin à 1 000 €, quoi. Ouais. Donc, ouais, en effet, en fait, faut vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs et l'ensemble de son cercle proche. Question un peu tricky. Les services fiscaux du monde entier, ils sont en train de monter en compétences en LOSINT, j'imagine. Ouais, parce qu'on en parle de plus en plus là. Lorsqu'ils parlent on va faire de l'investigation sur les réseaux sociaux, ils vont faire de LOSINT en fait. Bien sûr, mais c'est utilisé. C'est utilisé. Tu as eu la loi, par exemple, en France, c'est indiqué que Bercy, donc le ministère des Finances français, utilise de l'OSINT pour pouvoir faire de l'investigation. Et ce n'est pas caché. Et si les Français font ça, bien sûr, plein d'autres pays font la même chose. Je crois que les USA Un cas qui est assez intéressant sur la législation de l'OSINT et sur comment l'OSINT peut être utilisé comme preuve. Il y a eu beaucoup de cas, notamment, par exemple, le crash du MH17, enfin, tu sais, l'avion qui a été... exactement, qui a en fait... a reçu un missile, etc. Donc, il y a eu des cas qui ont été faits d'OSINTers qui ont pu prouver qui étaient les personnes impliquées là-dessus, et donc ça a pu être utilisé à l'international. Mais un cas très français, désolé, j'ai des références beaucoup françaises, Johnny Hallyday. Oui. Quand il est décédé, on avait besoin de savoir quelle était la législation qui allait être applicable pour sa succession. Est-ce que c'est la législation française ou américaine? Non, c'est Saint-Barth où il allait régulièrement, je sais plus. Ouais, je sais plus. Ah non, il n'était pas en Belgique. Non, il est belge. Et je crois qu'en fait, il savait pas quelle législation il fallait appliquer. D'accord. Parce qu'en fait, est-ce qu'il est résident fiscal français ou est-ce qu'il est résident fiscal d'un autre pays? Et en fait, ils ont utilisé le OSINT, ils ont creusé l'ensemble de son profil Instagram pour voir l'ensemble des posts, où est-ce qu'il était, quand est-ce qu'il était, et calculer s'il était plus souvent en France ou à l'étranger. Exactement. Et en fin de compte, il était en France, donc ça a changé. C'était bien le régime français qui s'était applicable. Et ça, tu vois, c'est intéressant. C'est de l'OSINT qui a permis de faire de la succession. Et l'OSINT est utilisé beaucoup par les généalogistes, ou alors pour pouvoir savoir qui est la personne qui va recevoir un héritage, ce genre de choses, quoi. Intéressant. Donc il y a plein de champs d'application. Exactement. C'est passionnant. Sylvain, peut-être une dernière question rapide avant de conclure. L'IA, on en parle beaucoup en ce moment, à toutes les sauces, si j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un impact de l'IA sur les nouveaux outils IA, les agents IA qui sont en train de se développer? Quand je parle d'impact, c'est positif ou négatif sur le métier d'OSINTer? Alors, je pense en premier lieu, est-ce que dans quelques années, par exemple, on parle de l'application GeoInt de tout à l'heure, GeoSpy, est-ce que, comme beaucoup d'autres métiers, on dit que tel ou tel métier est amené à disparaître? Est-ce que le métier d'OSINTer, j'ai ma petite réponse, mais j'écouterai bien la tienne, est amené à se développer, à disparaître? Quel impact? Je pense que c'est comme l'industrialisation. À l'époque, par exemple, pour faire de l'huile d'olive, tu avais un mulet. Ouais. Ou alors tu avais des personnes qui poussaient quelque chose, une roue, pour pouvoir écraser les olives et faire l'huile d'olive. L'industrialisation est arrivée. En fin de compte, tu as une grosse machine qui produit 2 fois plus
et avec beaucoup moins d'énergie humaine, etc. Mhm. Et en fait, ça te fait évoluer le métier. Mhm. Ton analyste SYNT, il va utiliser l'IA pour l'aider à faire son investigation. À mon sens, ça remplacera pas complètement. Ça va peut-être enlever des métiers, hein, bien sûr, dans ce genre de choses. Par exemple, sur le GeoInt, des personnes qui font des choses à la main pour localiser, etc. Peut-être que ce sera fait uniquement par des IA, ou peut-être que ce sera fait la première partie par une IA, et ensuite qu'il y aura un fact-checking qui sera fait dans un second temps par une personne humaine, ou alors quand il y a des cas où on ne peut pas retrouver exactement, ce sera une personne humaine qui le fera. Mais pour faire du GeoInt, par exemple, on a besoin de savoir l'architecture de tous les pays, de toutes les régions dans le monde, de connaître les matières premières. À tel endroit, il y a des briques rouges, à tel endroit, il y avait plus du calcaire, il y avait plus du marbre, etc. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui va aider les analystes à faire leurs enquêtes. Et on le voit déjà, hein, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'IA, dans l'analyse de données, pour pouvoir justement donner une synthèse à l'analyste de l'ensemble des données qui ont été récoltées. Parce que quand vous avez 100 000 informations, au bout d'un moment, il faut la trier. Oui. Et c'est assez fastidieux. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on le voit déjà hein, avec les deepfakes, tout ce genre de choses. En fait, on a des scénarios de fraude. Et donc, bien évidemment, l'IA peut être aussi utilisée par les criminels pour pouvoir mener des scénarios de fraude. Et donc, à des moments, c'est beaucoup plus difficilement identifiable. Sur de la désinformation, on va voir des contenus générés qui vont reproduire un crash, qui vont reproduire un accident, etc. dans une zone, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile d'investiguer cette photo pour savoir si elle est véridique ou pas. Donc, en fait, il va y avoir les bons côtés, les mauvais côtés, à mon sens. Mais je ne pense pas que l'humain derrière l'analyse va disparaître. Bien sûr, ça va évoluer, mais il sera aidé par ces outils ça va être aussi un challenge parce que faudra pas tomber dans le panneau, quoi. C'est clair, je suis assez d'accord, notamment sur la partie analyse en fait. Ça va être un outil en support peut-être, avoir le développement des modèles en fait d'IA qui sont en train d'être développés, mais pour moi, pour l'instant, ça ne remplacera pas un bon analyste. Voilà, pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de bon analyste, de bon Ozinter, peut-être la dernière question en guise de conclusion. On connaît la référence des inconnus sur le bon et le mauvais chasseur. Ouais. C'est quoi un bon et un mauvais Ozinter ? Alors, le bon Ozinter, il travaille chez Hyperboré. Non, je rigole. C'est vrai. Non, mais... non, c'est assez intéressant. J'ai fait un post, avec ma boîte, on a fait un post par rapport à ça, justement, sur Twitter et LinkedIn, sur les 10 conseils pour être un bon Ozinter. Oui. Alors, je ne les ai pas tous de tête, mais une des choses, moi, que je trouve ultra, ultra important, c'est prendre du recul. Quand on a une information, on pense qu'on a le scoop de l'année, ce genre de choses, c'est, oui, peut-être vous l'avez, prenez du recul. Il ne faut pas tomber dans les biais cognitifs. Et en fait, c'est en réalité, les recommandations pour être un bon ou un mauvais Ozinter, c'est la même chose qu'un bon ou un mauvais analyste. C'est la même chose. C'est avoir un sens critique. C'est avoir l'esprit de chasseur, c'est chercher l'information, essayer... Il faut être un limier, en fait. Exactement, mais en fait, tu vois, d'innover, de se dire, purée, cette information, par exemple, moi j'ai un cas, à Paris, tu as un site qui te référence l'ensemble des arbres par arrondissement. Ils te disent, ici, il y a un chêne, ici, il y a un sapin et tout ce genre de choses. Cette information, un jour, l'analyse, il va se dire, purée, j'ai vu qu'il y avait tel arbre qui a été assez unique, ou alors qui est par exemple un cèdre du Liban, par exemple, sur une photo d'une personne que j'investigue. Je reconnais le lampadaire qui est un lampadaire de Paris. Où est-ce que ça peut être à Paris ? Et aller sur ce site, et tu vois, de creuser et d'avoir la mentalité à cœur pour pouvoir détourner cette information et en produire un renseignement. Et tu vois, c'est ça. C'est justement cet esprit, cette curiosité, cette habilité de jouer avec l'information qui, à mon sens, fera un bon analyste. Excellent. Sylvain, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Merci d'avoir accepté l'invitation de TSM. Et puis au plaisir de te recevoir à nouveau. Merci beaucoup, ce sera un grand plaisir. Merci Sylvain. Au revoir.